Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Martel, directrice générale d'Electrolux France. Bonjour Anne Martel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Electrolux, on va en parler, un groupe suédois, deuxième fabricant mondial d'appareils électroménagers, créé il y a plus de 100 ans, 51 000 collaborateurs dans 120 pays, c'est pas rien. Mais on va d'abord parler de vous, si vous le voulez bien, Anne Martel. Parlez-nous un petit peu de ce qui vous motive dans la vie, tiens. Alors, moi, ce qui me motive dans la vie, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire toujours essayer de m'améliorer, toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'ai fait un MBA il n'y a pas très longtemps, que j'ai terminé en 2020, pour essayer de continuer à apprendre, parce qu'on est dans un monde qui change énormément. Et, effectivement. Un monde où il faut faire preuve d'agilité, où les règles d'aujourd'hui ne sont pas les règles d'hier. Et donc effectivement, c'est vraiment ça qui me motive, c'est vraiment apprendre, c'est vraiment toujours constamment essayer de m'améliorer et puis aussi pour pouvoir apporter des nouvelles choses à mes collaborateurs ou à mes amis et à partager. Alors j'ai vous dire que vous vouliez être inspecteur de police. Comment est-ce qu'on part de ce rêve-là et on devient directrice générale d'Electrolux? Alors inspecteur de police, je pense que ça vient déjà de Colombo. Hein. Il y a peut-être la génération. C'est la génération Colombo, donc là ça ne me rajeunit pas. Mais peut-être que ça venait de là. Mais non, j'ai toujours voulu aimer défendre la veuve et l'orphelin et essayer effectivement de trouver des solutions aux problèmes. Et puis malheureusement, j'étais trop petite parce qu'il y avait des critères de taille à cette époque-là. Et donc rapidement, j'ai vu que je ne pouvais pas passer le concours. Donc il faut un seuil pour pouvoir être exactement, dans la police. Il faut une taille minimum pour être inspecteur de police. Donc j'étais trop petite. Donc voilà, donc vous avez pris le virage économique davantage. Vous êtes diplômé de l'ESCP. Et vous avez débuté chez SEB. Exactement. Un petit peu ce parcours professionnel. Donc oui, alors j'ai une carrière qui est concentrée sur l'électroménager. Le petit d'abord avec le groupe SEB, où j'ai passé plus de 10 ans à différentes positions, des positions de commercial terrain, puis après à la responsable marketing, développement produit aussi. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant. Ça m'a permis de voir le 360 de la mise en place d'un produit sur le marché à sa création. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est important ensuite, quand on est à la tête d'une entreprise, de connaître tous les échelons. Oui, je suis assez contente d'avoir une vision marketing commerciale et développement produit. C'est vrai que c'est un parcours qui est plutôt complet, qui me permet de mieux comprendre les uns les autres, de mieux comprendre comment on peut aider, apporter des nouveaux produits sur le marché et puis aussi les commercialiser de la meilleure façon qui soit. Un groupe SEB français, groupe Electrolux suédois, est-ce qu'il y a une différence de management entre les deux pays? Alors j'avoue que c'est vraiment assez différent, même si les deux groupes sont plutôt bienveillants. Là, le groupe suédois Electrolux, la Suède, vous le savez, c'est quand même la bienveillance, la parité homme-femme. Ça, c'est vraiment des choses qui le caractérisent. Et c'est une égalité parfaite en Suède? Alors, c'est des progrès à faire en France? C'est une égalité parfaite. C'est une égalité parfaite en France, encore plus, parce qu'on a quand même plus de 30% de femmes que d'hommes dans le groupe Electrolux. Et on a maintenant un manager sur 2 qui est une femme chez Electrolux. Et dans le comité de direction, 50%, donc vraiment la parité. Et le pire, c'est qu'on ne fait pas exprès. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère vraiment de choix. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut l'entendre, oui, il faut absolument des femmes. Oui, dans le recrutement, il n'y a pas cette volonté de se dire... Il n'y a pas du tout cette volonté. Dans le recrutement, on reçoit toujours les 2 candidats des deux sexes, peu importe, et on va prendre vraiment le meilleur. Donc c'est vraiment, c'est pas une vocation, c'est justement pas de barrière, c'est naturel. C'est ça. Oui, sachant que la Suède, en termes de parité homme-femme, la Suède est au 5e rang selon le dernier rapport du Forum économique mondial. La France est 40e quand même. Qu'est-ce que vous êtes inspirante, vous faites figure de modèle aussi pour ces femmes qui veulent accéder au poste à responsabilité. Vous en avez conscience de ce rôle modèle aussi? Alors on me le fait remarquer. Moi j'essaye d'éviter d'y penser parce que pour moi tout c'est naturel et tout c'est fait en cheminement. Donc oui, on me le fait plutôt remarquer que d'en avoir vraiment conscience. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux femmes justement qui ont envie d'avoir un parcours dans les COMEX? Qu'il faut surtout pas se mettre de barrières, qu'il faut surtout arrêter de se dire que c'est pas possible, parce que j'en suis la preuve vivante, tout est possible et il suffit d'avoir la volonté, la détermination.
l'optimisme et puis voilà, et puis contourner aussi, parce que parfois on a des choses qui nous empêchent dans la vie de faire certaines choses dans la vie quotidienne ou même dans la vie professionnelle, et après savoir rebifurquer, changer, rebondir, la capacité de rebond, ne pas s'arrêter, ne pas se freiner parce qu'on a une difficulté. Ça c'est vraiment une de mes leitmotivs. Ouais, sauter ces difficultés. On va parler du pouvoir d'achat aussi, hein. L'électroménager a quand même subi des prix en forte hausse, une demande en forte baisse. Comment est-ce qu'Electrolux quel défi Electrolux relève-t-il justement dans ce contexte? Alors effectivement, le pouvoir d'achat, on ne l'y a pas bien aidé, parce qu'on n'a pas bien été aidés nous-mêmes, puisqu'on a une inflation considérable sur les coûts de production, sur les coûts des matières premières, qui nous ont obligés à augmenter nos prix. Donc on a augmenté les prix sur le marché, beaucoup, j'ai envie de dire, beaucoup trop. Pas seulement Electrolux, mais l'ensemble de la filière, bien sûr. De la filière, parce que c'était une réalité économique et il fallait qu'on préserve nos marges, parce que je rappelle que nos marges sont là aussi pour investir dans la recherche et le développement, investir dans les innovations et les produits de demain. Donc c'est vraiment extrêmement important pour une santé financière de l'entreprise. Et puis on s'est rendu compte finalement que le marché, après avoir fait un vrai rebond juste après le Covid, où on avait des croissances à 2 chiffres, on n'arrivait pas à fournir, on avait des pénuries de produits, des pénuries de matières premières. Bien sûr. Donc on a eu un à-coup brutal, sur un mois, la demande s'est infléchie, et là le consommateur a arrêté tout simplement d'acheter ou a changé son comportement. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Alors on avait investi dans des chaînes de production, on avait investi dans pas mal de choses, et du jour au lendemain, presque, ça a fait vraiment on-off. Et là, on s'est reposé des questions. Comment on fait pour s'adapter? Comment on fait maintenant pour essayer de mieux réguler? Donc je peux vous dire que c'est des nuits et des journées de travail pour essayer d'avoir cette faculté de se dire, voilà, on est face à un vrai problème majeur, économique, comment on fait? Donc là, on a commencé un peu à infléchir nos prix pour être un petit peu plus dans le marché. Et effectivement, on voit par contre que le consommateur, il y a un prix psychologique sur lequel il recommence à acheter, surtout quand on a des innovations. Et là, ça va commencer à aller un peu mieux. La concurrence asiatique est rude. La concurrence asiatique est rude, effectivement. Ou même, on peut citer les Coréens qui n'étaient pas présents sur certains segments type l'encastrable, donc les produits type four et table. Et les Asiatiques qui essayent effectivement de rentrer sur le marché, qui réussissent bien, parce qu'avec le Covid, comme il y avait des pénuries, ils ont aussi réussi à rentrer, puisqu'il fallait bien contenter la demande. Ils sont compétitifs avec le coût de la main-d'œuvre, j'imagine. Il y a beaucoup de défis. Il y a aussi ce droit à la réparation imposé par Bruxelles aujourd'hui. Donc les consommateurs ont changé aussi leur mode de consommation. Oui, ça, je trouve que c'est bien par contre. Je trouve que ça, c'est une vraie aide pour le consommateur et pour aussi l'écologie, de pouvoir se dire, on va réparer les produits pour pouvoir effectivement leur donner une seconde vie. Après, il faudra peut-être mettre des limites en fait à ça, puisque les produits qu'on commercialise aujourd'hui sont beaucoup plus éco-responsables que ceux qu'on commercialisait il y a 10 ans. L'obsolescence programmée, c'est fini? L'obsolescence programmée, c'est fini. Et je crois d'ailleurs qu'on n'en parle plus beaucoup, puisque les fabricants, type nous, on vient de passer la disponibilité de nos pièces détachées à 15 ans. Donc ça veut dire que pendant 15 ans, on va permettre au consommateur de pouvoir réparer son produit. Donc oui, non, je pense que ça, c'est une vieille guerre d'il y a longtemps. Quels sont les défis à venir pour Electrolux en matière d'environnement, de coûts, etc. Alors les défis, déjà par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est déjà de continuer à alimenter le marché, de ressusciter l'intérêt du consommateur pour l'électroménager, pour des produits innovants qui n'existent pas encore. Avec l'IA ? Avec l'IA, alors l'IA, ça peut être une partie. Là, on fait justement de la maintenance prédictive avec l'IA. C'est-à-dire qu'on va être capable de savoir par anticipation quand nos produits type un lave-vaisselle va pouvoir tomber en panne et comment on peut mieux l'entretenir pour qu'effectivement il tombe moins en panne, puisque 50% des problèmes de panne pourraient être réglés sur une meilleure utilisation des produits. Donc ça, il faut effectivement en avoir conscience. Mais aussi, l'IA peut nous apporter des choses qui sont encore aujourd'hui plutôt... j'ai envie de dire, un peu fun et pas encore, mis à part la réparation, pas encore vraiment abouti. Donc on est encore effectivement en train de travailler sur le sujet. On va passer à la question, c'est le principe de l'émission, à la question de l'IWF, l'International Women's Forum France, l'association qui organise les assises de la parité et qui fait évidemment bouger les lignes à ce sujet. Ce sera juste après le jingle. La question de l'IWF pour vous, Anne Martel. Pouvez-vous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives que vous ou votre organisation avez prises justement pour promouvoir la parité et la RSE ?
Alors, la parité, effectivement, on a beaucoup d'initiatives là-dessus, puisqu'en mars 2022, on a signé un engagement paritaire, même si on était déjà très en avance sur le sujet. 30% de plus. Exactement, mais là, on voulait vraiment que ça soit notifié quelque part. Donc déjà sur l'égalité des salaires, donc on a rapproché, et on le fait tous les ans, et là, cette année, on a fait encore un gros gap, je parle en France, par rapport à rapprocher le salaire homme-femme. Donc là, on y est. C'est aussi 100% de femmes qui reviennent de congé maternité qui peuvent être augmentées au même titre que ceux qui ont travaillé pendant les 6 mois d'absence. Donc la période est prise en compte. Et la période est prise en compte. Et puis, même si elles n'étaient pas là, il n'y a pas de raison de ne pas les augmenter. Donc ça, on le fait systématiquement. On a même été capable d'embaucher une personne qui était enceinte. Alors ça, je peux vous dire... Exceptionnel. C'est exceptionnel. Et alors, je peux vous dire qu'on ne l'a pas regretté, parce que la personne qu'on a recrutée est exceptionnelle aussi. Donc, comme quoi, parfois, il faut aussi savoir s'engager là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est naturel dans le groupe Electrolux. Ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit. En tout cas, on donne la chance à tous les candidats, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Donc, c'est une question de mentalité, finalement, de culture. C'est une question de mentalité. Et même moi, je vais vous dire, en France, j'ai peut-être plutôt envie de rebasculer un peu vers les hommes, parce que j'ai l'impression que là, la barre est en train de tourner vraiment trop vers les femmes. À force de le faire, finalement... Exactement. Je préfère vraiment, moi, travailler sur cet équilibre. Et je suis vraiment sur l'équilibre. Oui, on en oublie les hommes, finalement. On en oublie les hommes. Il ne faut pas oublier les hommes. Bien sûr, il faut être équitable. Et c'est d'ailleurs pour ça, je peux le dire, que j'ai permis à un de nos collaborateurs masculins de faire le tour du monde là, pendant 1 an pour essayer d'accomplir son rêve de jeunesse. Et donc voilà, donc j'essaye vraiment d'équilibrer hommes-femmes. Ouais. Donc il faut écouter les femmes et les hommes, c'est ce qu'on a compris. C'est la parité. Évidemment. La question du média positif, entreprise innovante, le média positif, c'est le média qui donne des bonnes nouvelles sur tous les réseaux sociaux. C'est tout de suite et c'est juste après le jingle. La question du média positif. En quoi croyez-vous que la positivité, si c'est le cas évidemment, et l'optimisme peuvent contribuer à créer un environnement de travail plus productif et plus épanouissant? Est-ce que vous y croyez d'ailleurs? Alors j'y crois à 100%, j'y crois dans ma vie privée, j'y crois dans ma vie professionnelle. Et puis je peux vous dire qu'après ce qu'on a vécu avec le Covid, les salariés ont vraiment tous été quand même très très impactés par des ups, par des downs, par des moments où ça va bien, des moments où ça va pas bien. Et je pense que sans le positivisme, vous voyez pas ce bout du tunnel. Et le positivisme, il y a des études comme le Gallup, il y a des études très concrètes qui font que de 17%, ça améliore l'engagement, la créativité des salariés quand vous êtes dans un environnement positif. La santé aussi, bien sûr. La santé. Et chez Electrolux, moi je fais vraiment tout pour que le salarié soit bien, même quand ça va mal, de voir le côté positif, de mettre en évidence vraiment les choses que nous faisons bien, d'être aussi très honnête par rapport à ce qu'on ne fait pas bien, en toute simplicité. Et je peux vous dire que ça crée un environnement de confiance, de positivité qui change tout. Et d'ailleurs, on a une très très bonne stabilité dans les équipes. Et en général, les personnes se sentent bien chez Electrolux. Et les personnes restent. Merci beaucoup. Ça va être à vous maintenant, Anne Martel. La question de l'hémicycle, est-ce que vous avez envie d'interpeller nos hommes politiques sur une thématique qui vous tient à cœur? En tout cas, ce sera juste après le jingle. Anne Martel, est-ce que vous avez envie d'interpeller nos hommes politiques? C'est comme si vous étiez dans l'hémicycle, vous pouvez vous adresser au gouvernement ou au parti politique, en tout cas, pour pousser un coup de gueule, faire une réflexion, faire part en tout cas de ce qui vous tient à cœur. Et c'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. Merci. Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, mais par contre, je vais le faire avec quelque chose qui me tient vraiment à cœur personnellement, c'est le contrat de professionnalisation des jeunes. Effectivement, il y a un projet de loi qui est passé après le 1er mai qui dit que l'État va réduire de 6 000 € l'aide qu'elle fait aux entreprises pour pouvoir aider les contrats de professionnalisation de nos jeunes. Moi, je voulais juste dire que pour des entreprises et des groupes comme Electrolux, du multinational, c'est pas trop un sujet, mais ça aide énormément les petites entreprises et ça aide surtout les jeunes qui ont de plus en plus de mal, effectivement, à trouver des contrats de professionnalisation. Ils ont été énormément aidés grâce à ces aides de l'État, c'était une très très bonne idée. Je m'interroge juste parce que les jeunes, c'est notre avenir. Il faut investir sur les jeunes. En France, on est assez sectaire sur il faut avoir des études, il faut avoir la bonne filière. Et si on ne les aide pas grâce à leurs études, grâce à un contrat de professionnalisation, ça risque effectivement d'entacher notre avenir à tous. Donc voilà, moi je voulais juste dire, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder cette aide pour les entreprises de taille petite et moyenne? Voilà, c'est juste une réflexion que j'amène à votre suggestion.
Ouais, cette aide est supprimée pour réduire aussi les déficits. C'est vrai, vous dites, en France, les jeunes, on les met un peu de côté, vous pensez? Tout à fait, les jeunes et les personnes âgées. On Ouais. le sait bien, dans les recrutements, on veut souvent recruter un jeune qui coûte pas cher, mais qui a déjà 10 ans Oui. d'expérience. Voilà. Et les contrats de professionnalisation aident à accumuler de l'expérience et à finalement à ce qu'ils deviennent crédibles quand ils arrivent sur le marché de l'emploi et à faire moins de chômage plus tard. Et comment ça se passe en Suède alors? Donc, quand on est dans une entreprise suédoise, les jeunes sont mis en avant? Oui, alors les jeunes sont mis en avant rapidement et on fait confiance aux jeunes et on est moins focus sur les études et leur parcours et je pense que c'est pas tout à fait la même mentalité. On est plus axé sur l'individu. Exactement. Merci beaucoup Anne Martel, merci beaucoup d'être Merci beaucoup venue pour l'invitation. dans On se dit tout. On se retrouve évidemment très prochainement sur ce plateau de l'Hémicycle TV. Merci beaucoup pour votre fidélité. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.